beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir bien fait le tour de cette question. Donc, la parole est à tous les autres. Pour poser vos questions, je propose de regrouper les questions. Comme ça, chacun des trois intervenants fera, pas tout à fait son marché, mais saura à qui il veut répondre. Arthur voulait poser une question. Yes, merci à vous deux. Alors, je voulais rebondir sur en début ce que tu disais, Maria, sur le schéma de plainte collective qui est de se fier à des associations qui vont agir un peu au nom de l'intérêt général ou en tout cas au nom d'un intérêt collectif. Ça, moi, je trouve que c'est super cool hein, de mettre cette action-là dans le cadre des actions collectives générales. C'est super pertinent, je suis complètement d'accord. Et du coup, moi, ma question, c'est stratégiquement, en tant qu'association ou même en tant que mouvement militant général, dans quel cas il faut plutôt préférer favoriser, donc sans remettre à des associations qu'on va financer collectivement par des dons, hein, souvent c'est ça, et leur faire confiance pour mener à bien voilà, une plainte ou une saisine du Conseil d'État. Classiquement, c'est ça hein, qu'on voit beaucoup en France. Et dans quel cas aller dans une action de groupe, donc une action de groupe formelle, hein, c'est-à-dire devant un juge dans la méthode complète. Hein. Voilà. Qu'est-ce que cette deuxième option apporterait? Alors moi, je l'ai dit, hein, dans mon cas, dans le cas que j'ai donné précis, là, la situation faisait que ce n'était pas très pertinent la deuxième, parce que là, c'était le cas d'espèce. Mais de façon générale, voilà, quels seraient les critères généraux qui font que simplement s'en remettre à une association ne suffit pas forcément et que l'action de groupe apporterait quelque chose en plus? Ce serait quoi, c'est quelque chose en plus? Merci, Arthur. Je vous propose d'attendre pour répondre. Il y a Laura qui demande la parole ensuite. Oui, merci. Moi, effectivement, je me posais la question, pareil, sur toutes les actions collectives de groupe dont on a fait aujourd'hui le tour aujourd'hui. Ben, je me disais, effectivement, on dit aussi qu'il y a les transactions et donc d'autres voies de droit qui permettraient, entre guillemets, à des justiciables d'arriver à obtenir que leur soit fait raison sur un point de droit ou même d'obtenir la réalisation d'un bien commun. Pourquoi est-ce qu'on choisirait plutôt la transaction ou les modes qui sont bien aussi, hein, qui sont intéressants, les modes alternatifs de règlement des différends qui sont la médiation ou l'arbitrage, mais qui restent quand même plus secrets, qui ont pour effet en tout cas de rester, comment est-ce qu'on pourrait dire, confidentiels, plutôt que l'action de groupe. Donc moi, j'aimerais bien savoir voilà, quel serait l'intérêt d'aller vers de la médiation ou de l'arbitrage lorsqu'on est sur une question qui est relative à un bien commun, à la protection de l'environnement, par exemple, plutôt que l'action de groupe publique. D'accord, merci Laura. Adeline? Oui, bonjour, merci pour ces interventions particulièrement riches. Moi, je vais m'inscrire dans la continuité de ce que Arthur suggérait pour demander aux intervenants, en gros, quel est leur point de vue critique sur les avantages, limites, inconvénients des différents modes opératoires qui nous ont présentés. J'avais en tête que l'action de groupe, telle qu'elle a été définie dans le droit de la consommation et le droit de la santé, par exemple, présente des limites en termes de délai, par exemple, avec les différentes phases que Maria José a soulignées, mais qui reportent finalement l'intervention individuelle des victimes potentielles dans des délais très, très longs. Pour aussi rebondir sur ce qui vient d'être dit par rapport aux autres modes alternatifs et par exemple la phase d'indemnisation et en ce qui concerne la santé, le rôle que peut jouer l'ONIAM avec les comités d'indemnisation plus particuliers. Et j'avais deux questions un peu techniques. C'est vraiment à propos de l'intervention de Maria José. Elle a rapidement évoqué les actions de santé. Moi, j'ai une petite coupure de connexion. J'ai cru comprendre qu'elle parlait d'une action en cours concernant les dispositifs intra-utérins et je n'avais pas du tout entendu parler de cette action, donc j'étais preneuse de quelques précisions. Et sinon, sur la combinaison de ces actions, entre donc ces actions plus collectives et leur articulation avec des éventuelles actions individuelles sur le plan civil et pénal. Merci. C'était un peu un fourre-tout, mais Merci Adeline. merci. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, les intervenants, vous pouvez répondre. Qu'est-ce qui veut commencer? Michele, d'accord? Ah ben non, mais vraiment très bref, je crois que Maria José pourra répondre mieux puisque bon,
plus grande quantité de questions lui ont été posées. Je voulais juste te dire qu'évidemment, il y a plein de faux, des éléments critiques pour ce qui concerne la class action ou l'action de groupe à la française ou à l'italienne. On est en plein démarrage, donc le problème reste. C'est plus intéressant d'un point de vue général, la question des formes alternatives donc l'arbitrage, la médiation, etc. C'est un problème, évidemment, puisque la question reste que la class action a été aussi disons, déployée pour rendre l'accès à la justice plus ample possible. Et il y a toute une tendance, en fait, ce qu'on appelle procédure civile néolibérale maintenant, qui fait qu'on essaye d'éviter que les gens vont au tribunal. Donc, il faut peser, bien entendu, quel est le rapport entre le fait de faire une querelle, d'ouvrir un litige, d'aller à un tribunal et donc les formes les plus adaptées. Je veux dire juste une chose, parfois on mesure l'efficacité d'une forme à partir de l'enjeu. J'ai longuement étudié un cas d'une class action au Canada qui a été peut-être la plus grande class action qui a jamais été faite. C'était par des groupes indiens au sens du code indien canadien. Et là, la class action n'a jamais été portée finalement, mais jugée en tant que telle. On a fait un arbitrage, etc. Mais cet arbitrage en soi a déclenché un débat énorme sur le nation building d'un État tel que le Canada. Donc, l'effet est énorme, si vous voulez, par rapport au fait d'avoir choisi des voies peu rusées ou moins explicitement politiques. Donc, voilà, c'était aussi pour avoir des morales provisoires aussi lorsqu'on mesure la politicité, disons comme ça, de ces mesures. Sur l'aspect technique, je laisse la parole à Maria José, si elle veut bien. Alors, je vais essayer de répondre à toutes ces questions avec d'autres questions et quelques mots-clés. Alors, les mots-clés seraient ce que je pense être les tendances. Et là, je vais parler exclusivement du droit de la consommation, mais avec une ouverture vers les autres domaines. Et c'est un triple domaine, un triple phénomène des déjudiciarisations, qu'on le voit par la promotion de la médiation. Ensuite, la collectivisation, puisqu'il y a de plus en plus de modes d'action collective offerts par le droit. Là, je parle d'action en justice quand je parle d'action collective. Et il y a une simplification, puisque les actions individuelles sont facilitées également, avec une conciliation obligatoire pour tenter que ça se résolve à ce stade. En gardant à l'esprit ce triple mouvement, je pense que la plupart des questions pourraient être répondues, donc notamment celle d'Arthur Delors et d'Adeline, avec qui, quoi, comment et pourquoi. Bon, on est enseignant, alors qui agit? Donc, selon qui agit, il y a des options qui ne se poseront pas. À la Quadrature du Net, par exemple, il y a certaines actions qui ne s'offrent pas, donc on ne va pas la considérer ou on va agir aux côtés de quelqu'un qui ait cette qualité pour agir. Et je pense que vous suivez bien mon propos. Et il en va de même pour les autres domaines, puisque on n'a que 15 associations qui peuvent agir dans le domaine de la conso. Mais dans la santé, il y a 300 ou 500 selon la façon de compter, puisque les associations agréées en défense des patients ou des usagers du système de santé publique sont autorisées lorsqu'elles obtiennent un agrément local aussi, ce qui étend notablement le spectre des personnes ayant qualité pour agir. Voilà ce qui répond partiellement aussi à la question d'Adeline. Donc, qui, quoi? Quoi, pourquoi, quoi? Parce qu'il faut savoir qu'est-ce que l'on veut obtenir. On veut obtenir une cessation d'un illicite, retirer du marché un produit, c'est une action qui est ça, c'est l'action en cessation d'agissement illicite. On veut supprimer des clauses abusives, c'en est une autre. Mais je suis convaincue, et ça pose un problème des politiques législatives, qu'il faut pouvoir cumuler ces actions. Puisque quand une association engage une action en cessation ou en suppression des clauses abusives, il faut que le consommateur qui a payé un montant ou qui s'est vu d'éviter un montant de façon illicite puisse être remboursé. Mais pour ça, il y a l'action de groupe.
qui passe par une autre voie devant un autre juge et avec d'autres délais notamment. Donc, je pense qu'il y a un problème, mais qu'il suffirait de le poser à un juge créatif. Je ne pense pas que n'importe quel avocat puisse monter une action collective. Une action collective n'est pas une action quelconque. Ça requiert une spécialisation, ça requiert beaucoup d'études de droit comparé parce qu'il faut importer les choses qui peuvent être utiles et il faut penser notamment à tout ce que la sociologie nous a enseigné en matière de conflits d'intérêts, la théorie de l'agence commune. Il y a énormément de convergences possibles, passionnantes, qui seraient parlantes à la plupart des aujourd'hui. Et la question de comment. Pourquoi comment? Puisque il y a des organisations qui disposent des moyens pour agir, tandis que d'autres devront faire appel à la participation citoyenne ou à la participation d'un ce qu'on appelle en anglais third party funder, dont l'Union européenne vient de donner un rapport assez important et sur lequel il n'y a pas une harmonisation de la législation de les différents États membres de l'Union européenne, ce qui pose aussi un problème, puisque la plupart des conflits de masse sont aujourd'hui transfrontalières. Pour être plus concrète avec la réponse maintenant à Arthur, je pense que la réponse à quelle action dépend notamment, outre ces questions qui sont déjà des réponses en soi, des types de droits que l'on va protéger. S'agit-il d'un bien public, ce qu'on appelle un bien commun en droit de l'environnement, ou s'agit-il des biens privés, des droits subjectifs? Et dans un cas comme dans l'autre, l'action ne peut être la même, le point de vue ne peut être le même, mais il y a, je suis convaincue encore une fois, une nécessaire stratégie consécutive à prendre en compte, comme en droit de la concurrence, avec les follow-on actions. On fait une action et devant l'autorité de la concurrence, puis il y a des actions consécutives qui se greffent et qui vont profiter de cette décision pour compenser le préjudice subi par les entreprises, les petites et moyennes entreprises notamment. Donc, j'ai les testé en Argentine, j'ai attaqué des banques en déclaration devant l'autorité administrative, l'équivalent de la DGCCRF ou de l'autorité de la concurrence. Et à la suite de cela, on a engagé des actions qui se sont résolues pour la plupart de manière extrajudiciaire, puisque la preuve était officielle. Pour la médiation consommation, juste pour éviter d'être mal comprise, il faut distinguer la médiation, là je suis avec la question de Laure et d'Adeline, il faut distinguer la médiation consommation des autres médiations. La médiation consommation, elle n'est pas confidentielle quand elle porte son vrai nom, quand c'est vraiment la technique des médiations. Elle doit être en effet soumise à l'approbation. Ce n'est même pas une homologation du juge qui doit veiller à ce que les intérêts des membres du groupe ont été protégés. Donc, il y a, pour que ce soit une véritable médiation des consommations ou des groupes, pardon, et c'est l'article 623 dans un de ces tirés qui le précise. Donc, elle va être approuvée. Et c'est vrai que dans les autres cas, ça peut être une transaction. Donc, une des actions de groupe en 2015, ça a été conclu par transaction. Et là, il n'y a rien à dire. Donc, ça dépend j'allais dire de l'éthique de l'association, mais je dirais plutôt de l'objectif de l'association. Je me suis retirée d'une association de consommateurs en Argentine parce que son président ne voulait pas demander l'homologation d'un accord, par exemple. Pour moi, c'était important. Mais je comprends que si on est dans l'action de groupe avec 10 personnes qui ont un mobil-home, donc c'est l'une des actions de groupe qui ont fini en transaction, l'important, c'est que ces 10 personnes puissent continuer à disposer de cet espace. Et je pense avoir fait le tour, si ce n'est que l'action contre Bayer que j'ai évoquée pour les stérilés, est l'action est engagée par une association agréée de santé à l'encontre de Bayer dans le cadre du stérilet qui s'appelle Resist. Voilà. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Merci beaucoup. Est-ce que Arthur veut intervenir? Puis on a 2 autres questions. Oui, c'était pour peut-être répondre. Ou bien tu veux attendre les 2 questions supplémentaires? Non, mais il me semble qu'il y a une question qu'on peut encore un peu compléter sur la limite de l'action de groupe. Ou là, une conclusion qu'on peut essayer de tirer. Donc la mienne, je pense que je ne vais pas être d'accord avec tout le monde. Hein. Donc sur les limites, là quand même, on a décrit, quand on parle de l'action de groupe formelle, il y a quand même des barrières. Donc pour rappel, donc soit l'agrément, donc on a vu qu'il y a très peu d'associations en France qui l'ont, soit en matière de données personnelles, on a une alternative, hein, c'est d'avoir 5 ans d'existence au moins pour une association. Donc nous, on a les 5 ans d'existence. Il n'y en a pas beaucoup non plus des associations qui vont l'avoir. Donc 5 ans d'existence en matière de protection des données personnelles. Il va y avoir la Ligue des droits de l'homme peut-être, de 3 assos, mais pas beaucoup.
Ensuite, on a Maria-Rosée qui rappelait très bien une expertise juridique très particulière qu'il faut avoir. Donc, aller trouver des avocats spécialisés. Et ensuite, ce que j'avais rappelé, un formalisme qui est lourd, qui peut dissuader un peu des grosses actions, et aussi la longueur de la procédure. Enfin, non seulement elle est longue, et en plus, il y a différentes étapes qui demandent un vrai investissement à chaque fois. C'est pas comme je veux dire, au Conseil d'État, parfois il y a des procédures très longues, mais le gros du travail est fait au début et après on attend en fait. Souvent hélas, ça peut se résumer à ça. L'action de groupe, quand même, il faut quand même avoir un vrai travail constant. J'ai l'impression que tout ça, en fait, toutes ces contraintes-là, elles vont quand même structurer la stratégie juridictionnelle d'une certaine façon. Elles vont aussi structurer les associations qui peuvent y avoir recours. En fait, ça pousse vachement à avoir des associations qui sont sur le long terme, qui vont déléguer leur expertise juridique à des avocats spécialisés, qui vont exister depuis très longtemps et qui vont être très institutionnalisés en fait. Et du coup, on voit souvent en matière d'action juridique que le droit, ou en tout cas la procédure, va influencer la façon dont la lutte se fait. Et va l'influencer, là plutôt négativement, d'après moi. Comme beaucoup ici, moi je suis plutôt pour une lutte très radicale, et notamment dans la radicalité, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse fermer notre association du jour au lendemain ou presque, si jamais il faut pour les besoins de la cause qu'on aille faire des trucs qui soient qui n'étaient pas prévus, qui ne sont pas forcément légaux ou quoi. Il faut à tout moment qu'on puisse être libre de notre façon d'agir. Et en fait, toutes ces procédures très longues, très lentes, elles vont complètement rompre cette capacité d'agressivité ou de réaction. Et aussi, le fait que je n'avais pas en tête, mais c'est vrai, que si jamais on avait voulu faire une action de groupe devant les juges, il aurait fallu qu'on aille voir des avocats spécialisés. Et ça, nous, on ne veut pas. Parce que nous, on sait, pour faire tous nos contentieux, pour les écrire nous-mêmes, on sait très bien que la seconde où il y a d'autres personnes qui les écrivent, c'est plus du tout la même chose qui est dite. Alors, on a beau faire la liste des arguments, on a pu travailler avec Spinozzi, hein, comme l'OIP ou comme beaucoup d'autres, donc c'est un avocat spécialisé, bénévole pour ça. Et en fait, quand on travaille avec lui, on a beau lui expliquer tous les arguments, travailler avec lui, mais non, ça n'a pas la même rage, ça n'a pas la même sincérité. C'est super important, en fait, quand on fait des actions de groupe, d'être sincère et de parler directement, de parler politique au juge quand on peut le faire. Voilà, donc j'ai l'impression quand même que tout ce cadre très formel, il renforce les associations très institutionnelles, comme l'UFC Que Choisir, par exemple, que je respecte, elles sont très chouettes, mais ce n'est pas l'UFC Que Choisir qui va faire la révolution. Clairement, ils n'auront jamais une politique insurrectionnelle ou quoi que ce soit, ce n'est pas du tout leur bail. Et si on pense qu'il faut, notamment dans le champ des actions, non seulement l'UFC Que Choisir, mais aussi des acteurs capables à épouser des causes très radicales, et voilà, on voit que la logique de l'action de groupe ne pousse pas l'apparition et le développement d'associations et de mouvements radicaux. Et ça, je pense, c'est une critique politique générale qu'on peut faire, hein, indépendamment de la procédure en tant que telle. Merci beaucoup, Arthur. Donc, on a trois autres interventions, enfin, demandes de questions, pardon. Parole. Il y a Marion qui voudrait poser une question. Oui. Oui, bonjour. Je ne suis pas sûre d'être tout à fait dans le sujet. Ça ne fait rien. Parce que je ne suis pas sûre que s'il s'agisse d'action collective. Mais ce qui m'a préoccupée dernièrement, c'est la question de l'introduction de l'exigence du respect des principes de la République dans le tronc commun de l'agrément, en ce qui concerne les associations environnementales. D'accord. On prend plusieurs questions, si vous voulez bien. Il y a Jean-Pierre qui voulait intervenir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer? Ah, pardon. J'ai une mauvaise connexion, je t'ai mal entendu. Vas-y. Pour préciser ma question, qu'est-ce qui peut se passer au moment du renouvellement de l'agrément si l'association n'a pas, s'il est considéré que l'association n'a pas respecté ces principes de la République? Est-ce que c'est un risque? Peut-être les questions de Jean-Pierre et de Xavier auparavant, puis après vous répondrez tous les trois si vous voulez. Jean-Pierre? Ce que font les faucheurs volontaires, donc ils font dans les fauchages une action militante collective afin de provoquer un procès. Et lors des procès, les tribunaux prennent rarement, très très rarement en compte le côté collectif de l'action. C'est-à-dire qu'ils
prennent parce que quand on fait une action, on dépose une liste des acteurs qui est reprise par la gendarmerie et puis qui fait partie donc des documents en main de la justice. Et parmi cette liste qui peut comporter 20, 30, 50, 100 noms, la justice ne retient que quelques-uns, voire des fois même qu'un seul militant. Et cette action militante collective se transforme en action individuelle, en procès individuel. Et pour pallier à ça, les faucheurs volontaires ont utilisé le principe des comparants volontaires pour dire on était 50 à faire à l'action, on veut être prévenu tous les 50. Et très, très rarement, les tribunaux ont accepté cette prise en compte du statut de comparant volontaire. Alors la question que je me pose et vous pose, c'est comment faire qu'une action militante collective soit prise en compte par les tribunaux comme action collective. D'accord, merci Jean-Pierre. Est-ce que Xavier veut intervenir? Xavier, tu as mis des mots sur le chat, mais est-ce que tu veux... Bon, on va voir après alors. Oui, non, simplement, ah, oui, pardon. Xavier? Non, ouais, je ne voulais pas forcément prendre la parole, c'était simplement pour dire, c'est très intéressant le site de l'Observatoire Action de Groupe, qui compile, je fais un peu la promo du coup, parce que je viens de le découvrir, qui compile les différentes actions qui existent et puis tout ce qui est fait autour de l'Observatoire. Je voulais simplement proposer une petite mise à jour des actions de groupe qui ont été faites en matière de discrimination, parce que je vois que ce n'est pas complètement à jour, mais bon voilà, c'est peut-être un peu à côté du sujet. Donc voilà, c'était simplement cette mise au point. Merci. Non, non. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez encore intervenir rapidement tous les trois sur les deux autres questions? Qui veut? Alors, sur la question de l'agrément, c'est tout simple. L'association qui ne respecte pas ou qui ne respecte plus les conditions établies par le Code de la consommation dans le cas de la consommation ou de la santé dans le cas de la santé ne se fera pas renouveler l'agrément qui doit être renouvelé tous les 5 ans. Par ailleurs, je n'ai pas bien entendu la question de Monsieur Lebrun, je suis désolée, puisque je vous entendais de très très loin. J'ai compris que vous parliez de la transformation des actions individuelles en collectives, mais je ne voudrais pas dire une chose à la place d'une autre. En tout cas, si votre propos était de savoir à quel moment des actions individuelles pouvaient se transformer en actions collectives, je tiens à dire qu'en France, cette possibilité de transformation n'est pas prise en compte par le législateur, mais elle existe. Et il existe un code modèle de procès collectif pour l'Ibéro-Amérique qui prévoit cette possibilité qu'on appelle de conversion des actions individuelles en actions collectives. Cela existe dans certains pays. À partir de 9 cas, par exemple, on ouvre un registre où les gens peuvent s'inscrire, mais cette possibilité, c'est l'une de mes préconisations de thèse de doctorat d'ailleurs, n'est pas considérée en France et on en parle très peu d'ailleurs. Ok, merci. Guérin, pour reformuler la question qui était intéressante, hein. Oui. La question c'était, comme ça, j'ai un meilleur micro que notre camarade. Bon, c'est la question, c'est quand on fait une action illicite et qu'on est poursuivi au pénal, mais qu'on va être poursuivi avec ses camarades parce qu'on l'a commise à plusieurs volontairement, et que le juge, que le ministère de l'Intérieur, pardon, que le parquet ou autre ne va poursuivre qu'une seule personne. Bon, comment on fait pour imposer le collectif quand on est soi-même la personne poursuivie? Alors là, moi, j'ai aucune réponse. J'adorerais avoir une réponse et j'espère qu'on va en trouver une. Parce que alors là encore, le même code modèle dont je viens vous parler prévoit aussi les actions collectives passives qui sont très intéressantes en matière de piratage ou de download, téléchargement illicite. Donc, ces actions collectives passives existent, on doit comparer, mais elles n'ont pas été adoptées en France non plus. Et pour la question, je n'avais pas répondu tout à l'heure pour la question des différentes actions qui peuvent être engagées. Là, il faut que la victime fasse très attention. Et elle ne peut pas se porter partie civile dans le procès pénal
et adhérer et donner mandat à une fondation et engager et adhérer à une action de groupe, d'abord, elle poserait problème à l'organisation. Donc, quand je conseille, en conseil international des organisations qui font des actions collectives en Europe, je mets l'attention sur ce point, puisqu'il peut être problématique pour la personne, mais aussi pour l'organisation, puisque ça peut donner lieu à des exceptions de procédure, à des défenses qui peuvent retarder la chose. Donc, il faut faire son choix. Et on peut toujours se désister d'un choix pour adhérer à un autre si une organisation apparaît après s'être reportée partie civile, par exemple. Même si en France, c'est une bonne voie, par ailleurs. Merci beaucoup. Donc, si vous le voulez bien, nous allons passer à la troisième étape de notre session. S'il vous plaît, oui. Si on m'entend. Moi, à l'inverse, ma question que j'avais posée un peu dans le chat, c'était carrément l'inverse. Et je me dis, à part sur un aspect médiatique, quel est l'intérêt de basculer, alors qu'il n'y a qu'une seule personne qui serait poursuivie, quel est l'intérêt de basculer de se revendiquer dans une intervention, dans quelque chose de collectif qui, en plus, en général, action de groupe est toujours pénalement un peu plus renforcée. Et quel est cet intérêt-là, alors qu'a priori, moi j'ai cru entendre que c'était pas dilué, quoi. Les peines encourues n'étaient pas diluées. Quelqu'un veut intervenir? Je pense que la personne qui a posé la question répondra pour le mieux. En 2 mots, moi je dirais, parce que je suis d'accord avec la stratégie, hein, c'est juste être solidaire face à la police et face à la justice. S'il y en a un qui doit partir en prison, mais les autres, les camarades le suivent, juste par solidarité, assez simple, quoi. Et que du coup, le juge, peut-être qu'il sera un peu plus clément. S'il doit condamner 50 personnes d'un coup, peut-être qu'il sera moins chaud, peut-être qu'il aura un peu plus peur d'une petite émeute ou quoi que ce soit, que si c'est juste une personne qui va prendre pour le groupe. D'accord, merci beaucoup. Pas d'autres regrets? Donc, nous allons passer à la troisième.